Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance, numéro 167. Alors aujourd'hui, nous recevons le docteur Charles Roser, qui est psychiatre à Saint-Nazaire. C'est une rencontre très récente, mais qui me paraissait intéressante. Nous regarderons avec lui l'effet de la séparation des parents sur le développement psycho-affectif des enfants. Nous parlerons du désengagement paternel, de ses conséquences, surtout sur les enfants, sans regarder les raisons de ce désengagement, mais juste regarder les conséquences de ce désengagement sur les enfants, donc, ainsi que sur les pères en eux-mêmes, en abordant également la difficulté d'être parent solo. Nous parlerons aussi d'aliénation parentale, conséquences, pathologies et dangers. Nous évoquerons ensuite la capacité de la résidence alternée à rétablir des conditions de développement optimales via la confiance en soi, la RA étant un pacificateur de conflits, et nous comparerons, c'est bien parfois de se comparer, avec ce qui se passe à l'étranger. Nous conclurons sur l'observation en milieu hospitalier, les conséquences des désengagements parentaux, des conflits parentaux, les discours écrasants qui sont en fait des blocages de la maturation. Nous regarderons effectivement les pathologies caractérisées, les crises existentielles, ce qui peut se passer par rapport aux enfants. Voilà. Et nous finirons avec, ça faisait un petit moment, la chanson de la semaine, parce que parfois c'est un petit peu tout ce qui nous reste, mendier via une chanson pour essayer de continuer d'exister. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Charles Roser. Charles Roser, psychiatre. Monsieur Roser, merci d'être venu. Bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter pour nos auditeurs, nous dire un peu qui vous êtes, Bien sûr, donc je suis praticien hospitalier en psychiatrie donc à Saint-Nazaire. J'exerce principalement dans les urgences médico-psychologiques des urgences de Saint-Nazaire, et j'ai également une activité de consultation en centre médico-psychologique. J'ai une spécialité universitaire d'addictologie, et puis j'ai exercé plusieurs années également en libéral. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous a amené à être psychiatre ? J'ai toujours voulu être psychiatre. En réalité, c'est une discipline médicale qui a toujours été celle que je visais, parce que c'est la discipline du handicap psychique, parce que c'est la discipline où les choses ne sont pas écrites d'avance, où le dialogue peut être thérapeutique. D'accord. Donc on va rappeler, docteur, c'est 7 ans, je crois, généraliste. C'est même 10 ans. D'accord. Et spécialisation en psychiatrie, c'est 3-4 ans de plus, c'est ça ? Oui, alors c'est ça. Donc c'est 6 ans de tronc commun et 4 ans de spécialité. D'accord, donc on a 10 ans. Et vous exercez depuis un certain temps ? J'exerce maintenant depuis 12 ans. D'accord, donc vous avez vu passer un certain nombre de personnes. Écoutez, nous avons devant nous un professionnel confirmé. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Alors, je pense que dans notre environnement, où on parle énormément en fait de recomposition de société, on va revenir un peu aux roots, aux racines de l'émission, à notre ADN de départ. Ce qu'on se demande toujours là, c'est... En fait, on est tous là, une grande partie des gens divorcent, se séparent, parfois avec des enfants, et on se demande, oui, mais bon, qu'est-ce que ça fait aux enfants, en fait, une séparation ? On entend des professionnels qui disent, oui, mais c'est pas grave, tout ça, mais en fait, ça leur fait quoi aux gamins lorsque les parents se séparent ? Alors c'est une question complexe, et il n'y a pas évidemment de réponse générale, puisqu'il y a autant de divorces que de couples. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le divorce a des effets en termes de dynamique relationnelle entre les parents et leurs enfants. De nombreuses études se sont d'ailleurs intéressées finalement aux effets de la séparation sur les enfants. Et alors, un élément assez constant dans les séparations parentales, c'est celui d'un désengagement d'un des parents, en l'occurrence le père, qui peut aller dans 20 à 25% des cas à des situations d'abandon
d'abandon complet. Et alors, ce qui est assez intéressant dans ce chiffre, c'est que quelles que soient les études, c'est-à-dire selon les différents pays ou même des études faites sur des années différentes, on retrouve toujours ce taux de 20 à 25% d'abandon paternel, ce qui est finalement un argument assez fort qui indique finalement que ce désengagement paternel est lié à l'altération de la dynamique finalement relationnelle entre le parent et les enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que la chronologie est bien celle-là, c'est-à-dire celle de l'altération dans la dynamique relationnelle qui conduit au désengagement paternel, mais que le désengagement paternel n'est pas primaire, c'est-à-dire que il ne justifie pas finalement la décision de justice qui sera prise après. D'autre part, il y a une étude américaine qui a montré que ce désengagement paternel était progressif, c'est-à-dire que très souvent les pères essayaient de maintenir leur position paternelle tant bien que mal, sauf qu'à un moment donné, les choses se délitaient finalement progressivement, ce qui indique bien la difficulté à enclencher une nouvelle dynamique familiale dans un environnement très contraint, très écrasé par un parent, on va dire, prioritaire ou un parent numéro un. Et alors, c'est là qu'il faut s'interroger finalement sur les effets du désengagement paternel ou du désengagement d'un des parents sur le développement des enfants et sur finalement l'évolution globale des familles. On ne s'interroge pas ici sur le fait que le désengagement du père, dans ce cas-là, soit volontaire ou non. On constate juste au niveau des statistiques que l'absence du père va provoquer ça, parce qu'on sait que, comme vous l'avez dit, 20% des papas perdent le lien avec leurs enfants après leur divorce, et 40% des enfants de moins de 25 ans issus d'une union rompue ne voient leur père que rarement ou jamais, contre 15% leur mère. Tout à fait. Alors, c'est ça. Absolument. Donc, on va regarder les conséquences statistiques sans regarder la raison de ces séparations. D'accord. Tout à fait. Donc voilà, on va essayer effectivement d'avoir un aspect assez descriptif et scientifique. Bien sûr. Alors évidemment, vous l'avez précisé, donc on arrive souvent à un délitement du lien et puis à une rupture complète à l'âge adulte et même d'ailleurs à des ruptures parfois avec leur mère, quoique moins souvent. Mais alors les effets sur les enfants se mesurent en termes de confiance en soi, d'estime de soi, qui est quand même fortement altérée en cas de désengagement paternel. Il y a aussi souvent une grande difficulté d'autonomie et de subjectivation, c'est-à-dire finalement d'avoir un positionnement propre, autonome face aux problèmes rencontrés. Et ça, c'est souvent lié au fait d'être associé au fantasme que la mère peut être le seul parent pour l'enfant. Donc ces enfants restent dans une sorte de guidance et ont du mal finalement de se départir de la prescription implicite maternelle. Et donc ça signifie que l'enfant sera en insécurité et recherchera finalement des supports de sécurité de compensation avec souvent des affiliations un petit peu délétères. Et d'ailleurs on voit bien ce que ça signifie concrètement dans la société avec les émeutes récentes par exemple. En termes de résultats scolaire, on voit bien qu'il y a un taux de redoublement élevé et que finalement l'épanouissement social et scolaire est diminué par ce désengagement paternel. En termes de santé psychique, on voit également que ce sont des enfants plus fragiles avec plus de pathologies addictives, plus de tentatives de suicide à l'adolescence, plus d'auto- et d'hétéro-agressivité. Bref, sur la santé psychique des enfants, le désengagement du père a des effets tout à fait désastreux, avec une amplification de la souffrance qui est significative, avec des coefficients de majoration qui parfois atteignent, selon les critères pris, jusqu'à 10 fois, ça augmente de 10 fois le risque. Voilà. Donc ça, c'est sur le développement, on va dire, des enfants. Après, on peut avoir, approcher essayer de comprendre ces statistiques, et on peut pas non plus les dissocier de l'effet que cette privation des enfants a sur les pères. C'est-à-dire que la résidence non alternée a des effets très négatifs sur les pères qui se sentent incompétents dans leur rôle paternel, qui se sentent inutiles, qui se sentent coupables également. Quand ça se passe mal, on les voit nous en permanence, c'est une catastrophe. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que ces pères-là ont beau tout faire, ils échouent et finalement ils réalisent la prophétie tragique de leur nullité et finalement s'effondrent et confirment qu'ils sont des parents inconséquents finalement. Beaucoup de suicides, beaucoup de dépression. Oui. Absolument. Voilà, des dépressions, des pathologies addictives, des comportements inadéquats. Enfin, finalement, tout va mal pour eux
souvent. On ne peut pas non plus exclure de l'équation les mamans, des mamans qui sont souvent prises dans un dilemme compliqué, c'est-à-dire qu'elles aimeraient elles aussi pouvoir s'épanouir, pouvoir développer leur carrière, pouvoir refaire leur vie, etc. Elles se retrouvent surchargées. Elles se retrouvent effectivement en état de surcharge mentale, en position véritablement sacrificielle, et ce qui peut d'ailleurs exciter une forme d'agressivité à l'endroit du père, qui finalement est le coupable désigné de leur souffrance. Voilà, parce que la monoparentalité est évidemment un stress majeur, et c'est aussi une grande insécurité pour la mère qui, si elle n'a pas de support et finalement est en état de tension permanente, elle n'a pas le droit de défaillir. Et être parent solo, c'est dur, c'est difficile. C'est très dur d'être parent solo, tout à fait. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Cher Charles Rosaire qui vient nous voir sur RLP dans cette deuxième partie. Je voudrais savoir, en dehors de ces aspects psychologiques, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les aspects physiologiques, sur vraiment la conception au niveau de la structure du cerveau, au niveau du fonctionnement du cerveau? Est-ce qu'il y a des pathologies vraiment qui... est-ce qu'il y a des conséquences médicales? Alors, je n'ai pas connaissance d'expérience, enfin du moins d'études précises là, sur les aspects, on va dire, médicaux liés à cette privation du père, mais en tout cas, il est évident que dans certaines situations hautement conflictuelles, l'écrasement d'un parent par l'autre peut aller jusqu'à l'aliénation parentale, c'est-à-dire finalement le fait que l'enfant prenne fait et cause pour son parent, on va dire, favori, et revienne finalement à un fonctionnement de clivage archaïque qui aboutira finalement à une construction de personnalité forcément perturbée, voire psychogène. Ça, c'est évident. On dit qu'en cas d'aliénation parentale, l'enfant va prendre la défense du parent qu'il imagine comme étant le plus faible pour en fait aller vers lui, et donc parfois s'éloigne du parent le plus proche. C'est vrai ça, ou c'est une légende urbaine? Alors, l'aliénation parentale, ça consiste finalement à détruire symboliquement l'autre, à faire un meurtre symbolique en le disqualifiant totalement dans sa fonction parentale. Et donc, évidemment qu'à un moment donné, donc l'enfant exclura complètement le parent ciblé. Et se convaincra de choses fausses. Est-ce que ça peut entraîner des pathologies? Ça peut entraîner absolument. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, il enfourche finalement le discours du parent destructeur. Il va finalement adhérer à son délire. Parfois même l'alimenter s'il a suffisamment de ressources cognitives, s'il est à un âge un peu plus avancé. Il va pouvoir par exemple prêter le flanc à des accusations complètement délirantes. Il va pouvoir tenter de préserver donc le parent favori d'une manière complètement univoque. Il n'y aura aucune ambivalence. C'est bien ça d'ailleurs le trait assez caractéristique de cette aliénation parentale, c'est l'absence d'ambivalence, l'absence de complexité. Tout est blanc ou noir, tout est bien ou mal, et c'est un vrai souci pour aborder d'autres problèmes dans la vie. C'est-à-dire que le développement psycho-affectif des très jeunes enfants fait que naturellement ils ont besoin d'un bon et d'un mauvais objet, c'est-à-dire qu'ils vont identifier le monde dans un versant positif et un versant négatif, et puis progressivement ils vont intégrer le fait que les objets humains qui les entourent sont à la fois bons et mauvais, qu'ils ont des caractéristiques spécifiques, que tout est finalement intriqué et qu'ils doivent finalement s'adapter à cette complexité du monde. L'aliénation parentale, elle procède d'un mécanisme développemental inverse, c'est-à-dire qu'elle va vers l'amplification du clivage, c'est-à-dire qu'elle oblige les enfants à recruter des mécanismes d'organisation archaïques qui sont ceux du très jeune enfant.
Et donc, c'est avec cet armement, on va dire, psychotique, ou en tout cas de la série psychotique, qu'ils vont aborder leur monde futur, qui sera forcément un monde en biteinte, un monde fait d'agresseurs et de mères totales. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Vous vouliez nous dire que la résidence alternée nous aide à rétablir des conventions de développement plus saines, plus stables. Alors, nous avons fait une émission il y a 1 an ici avec Sébastien Dupont qui nous avait donné l'état de la recherche universitaire en ce sens, qui effectivement a des résultats assez surprenants. J'encourage les gens à aller voir, réécouter cette émission de l'an dernier. Mais vous aviez aussi des éléments qui vont dans cette direction. Oui, absolument. Alors, de manière assez certaine finalement sur le plan scientifique, on observe que la résidence alternée est un facteur préventif du désengagement parental. Ça permet évidemment d'avoir des relations plus solides, plus durables. Ça permet surtout aux 2 parents de développer des habiletés parentales leur permettant de s'ajuster finalement à l'étape de développement de leur enfant. Ça permet de rétablir finalement une continuité là où la résidence classique est une sorte de discontinuité permanente. Alors, ce qu'on appelle classique, c'est papa popcorn 4 jours par mois, c'est ça Absolument, tout à fait. C'est-à-dire, mais oui, c'est-à-dire qu'un papa popcorn, comme vous dites, ne peut pas assumer l'autorité, il ne peut pas risquer finalement de polluer sa relation avec des mauvais moments. Il n'a aucune possibilité finalement d'armer sa posture, d'être dans un cadrage bienveillant et solide. Et donc finalement, il devient inopérant. Absolument. Il devient inopérant en termes de fonction parentale. Ouais, tout à fait. Et on observe des résultats tout à fait impressionnants. C'est-à-dire que la réussite scolaire des enfants en résidence alternée rattrape et même dépasse les réussites scolaires des enfants en famille biparentale. Et alors, c'est tellement, c'est tout à fait surprenant, et c'est bien sûr lié au fait que l'enfant a la certitude d'être très important aux yeux de ses 2 parents. C'est-à-dire qu'il est complètement sécurisé dans son amour parental et dans la capacité de ses parents à le protéger et l'accompagner à travers les différentes étapes et épreuves de sa vie. Et donc ça, c'est vraiment un aspect fondamental. C'est-à-dire la confiance en soi déterminera la capacité à réussir dans la vie. Voilà. On peut dire aussi que la résidence alternée est une bonne méthode pour pacifier relativement les conflits, puisque elle oblige les 2 parties à négocier, puisqu'il n'y a pas de parents supérieurs, il n'y a pas de parents subsidiaires, il y a des parents qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais qui sont de toute façon obligés de transiger, parce que ne pas le faire serait pire. Oui, et puis il n'y a plus de passage de bras, l'école fait tampon, donc ils ne se voient plus de manière directe, effectivement, ça enlève les frictions. Tout à fait, de manière tout à fait pratique. On évite aussi les moments difficiles, puisque l'école fait tampon. Et en plus, quand il y a une situation comme ça de séparation équitable des temps avec l'enfant, en général, les enjeux financiers sont beaucoup moindres et finalement, ça ôte quand même, on va dire, le carburant du conflit la plupart du temps. Oui, l'enfant n'est plus un enjeu et il le ressent. Absolument, oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Est-ce que tout ceci, en fait, se passe de la même manière ailleurs que chez nous, ou est-ce que d'autres pays, d'autres cultures ont trouvé des solutions? Alors, la question de la résidence alternée, évidemment, elle concerne tout le monde occidental, et les différents pays se positionnent différemment, mais on sent quand même qu'une marche est engagée dans le sens de la résidence alternée. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, un certain nombre de pays s'orientent vers la résidence alternée, on va dire d'emblée. Il s'agit des pays du Nord assez classiquement, du Canada, de l'Italie, je crois aussi de l'Espagne, mais c'est à vérifier, de la Belgique. Donc finalement, on commence évidemment à observer les effets bénéfiques de la résidence alternée, tant au niveau du développement des enfants que des effets sur la justice et de la déconflictualisation des divorces. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.
Pour terminer, est-ce qu'il y a le mot du médecin, du docteur? Vous avez des enfants, vous, en patientèle, qui accusent des troubles liés au fait qu'ils sont embrigandés dans un conflit et autres? Vous avez constaté des choses sur le terrain, vous? Oui, bien sûr. Alors, moi, je ne travaille pas avec les enfants. Par contre, je reçois un grand nombre d'adolescents, notamment aux urgences médico-psychologiques, donc des adolescents qui ont entre 14 et 18 ans. Ces questions d'emprise parentale néfaste sont extrêmement fréquentes. D'accord. Et elles sont souvent délicates à établir puisque souvent l'enfant n'a aucune conscience finalement de la réalité du système d'emprise dans lequel il est inséré finalement. Oui, il va dire non, c'est pas vrai, c'est moi qui pense, je suis autonome, je ne suis pas manipulé, c'est un peu ça. Oui, mais il y a par exemple beaucoup de situations d'adolescents ou de jeunes adultes qui freinent des cas de fer à l'idée d'envisager d'être un adulte. C'est-à-dire qu'ils ont du mal de se positionner en termes de dépositaire de choix. Ils sont sans arrêt écrasés par les discours des autres et refusent tout positionnement subjectif personnel et agissent comme s'ils voulaient cristalliser l'état d'enfance. Et ça se passe concrètement par des réorientations à répétition. Ça les empêche d'évoluer ? Oui, ça les empêche d'accéder à la responsabilité et ça sape tout intérêt à l'état d'adulte. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas ça bloque la maturation. de ce monde-là. D'accord, ok. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Et on retrouve dans ces situations très souvent des conflits parentaux, des désengagements parentaux, des discours finalement écrasants, des ruptures de liens inexpliquées, etc. D'accord, ok. Donc vous avez constaté sur le terrain des adolescents qui sont en difficulté psychique. La grande majorité d'entre eux a des soucis, n'est pas dans un cadre familial stable, sécurisant et traditionnel, quoi. Disons qu'on peut identifier deux grandes cases. Donc la pathologie psychiatrique caractérisée, donc ça c'est autre chose. Donc il y a des crises qui sont vraiment liées à des aspects strictement médicaux. Et puis il y a des aspects de crise qui ont un substrat plus existentiel. Et quand c'est le cas, on est soit dans le trauma, soit dans la dynamique familiale défaillante. D'accord, très bien. Bon, docteur, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Comment est-ce qu'on peut vous trouver ? On peut me trouver à Saint-Nazaire, donc aux urgences psychiatriques. On peut aussi me contacter par mail. Vous avez un compte CARE peut-être ? On peut vous trouver en suivi à distance ? Alors j'ai des publications Cairn, mais oui, on peut trouver ça, oui. D'accord, très bien. Donc on va redire Charles Rosaire, effectivement, à Saint-Nazaire. Très bien. Merci docteur, à bientôt. À bientôt, au revoir. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. Je l'ai porté des nuits entières, peau contre peau, les bras nus. Je l'ai blotti jusqu'à ma chair, dans mon ventre si j'avais pu. Je l'aime et je suis son père, il faut que tout ça continue. Laisse-la voir son père, s'il te plaît, laisse-la. Laisse-la voir son père, laisse-lui son papa. Je lui joue des chansons d'amour, elle a mon rythme dans le sang. Je chante en elle depuis toujours, avant même qu'elle ait des tympans. Elle aime ça, j'en suis sûr, et faut que ça dure longtemps. Laisse-la voir son père, s'il te plaît, laisse-la. Laisse-la voir son père, allez, laisse-lui son papa. J'étais là pour ses premiers mots, ses premiers pas, et comme toi, je l'ai applaudi. Quand elle a dit maman pour la première fois,
en s'adressant à moi aussi. Elle a autant besoin de toi que de moi, et c'est comme ça qu'elle grandit. Laisse-la voir son père, s'il te plaît, laisse-la. Laisse-la voir son père, laisse-lui son papa. Comme toi c'est un poisson dans l'eau, mais c'est de moi son côté rock. Je l'ai fait danser dans ton dos déjà quand tu étais en cloque. Je l'aime au-delà des mots, et je sais que c'est réciproque. Alors, laisse-moi voir ma fille, s'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi voir ma fille, laisse-moi mon bébé. Laisse-moi voir ma fille, laisse-nous. Ma fille, laisse-moi mon bébé. Laisse-la voir son père, s'il te plaît, laisse-nous, ouais. Laisse-nous tranquille, laisse-moi mon bébé. Laisse-moi voir ma fille, laisse-moi mon bébé. Laisse-nous tranquille, laisse-moi mon bébé. Laisse-moi mon bébé, laisse-moi voir ma fille. Laisse-lui son papa, laisse-lui son papa. Laisse-lui son papa. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.